Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire dédiée à votre santé et à votre bien-être Santé Mag. Alors chaque 28 février, on célèbre la journée mondiale des maladies rares. Elle met en lumière des pathologies peu connues, voire méconnues. Et ce soir, nous braquons justement nos projecteurs sur la mucoviscidose. Alors une maladie génétique qui bouleverse le quotidien de ceux qui en sont atteints. Alors bien au-delà des symptômes respiratoires et digestifs, cette maladie impacte profondément la vie des patients et de leurs proches. Comment détecter cette maladie à temps? Quel est le parcours de soins des patients atteints de mucoviscidose? Ce soir, on tentera en tout cas de répondre à ces questions et bien d'autres avec nos intervenants sur le plateau. Et j'ai le plaisir justement de recevoir sur le plateau aujourd'hui professeur Benhella Nafissa. Bonsoir. Bonsoir, c'est avec plaisir que... Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle, vous êtes pneumopédiatre au CHU de Beni Messous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir avec nous. Merci. Avec nous aussi, professeur Jami Nassima, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pneumologue au CHU de Bab-Loued. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et nous aurons aussi tout à l'heure par téléphone avec nous monsieur Achour Aïtali, qui est père d'une petite fille de 13 ans qui est atteinte de mucoviscidose. Il reviendra justement, il parlera de son parcours, du parcours de son enfant avec la mucoviscidose, comment ils ont eu le diagnostic, comment se passe la vie au quotidien avec la maladie. Il nous parlera aussi d'une association dans laquelle il participe. Il est dans l'association de la mucoviscidose Algérie. Il nous parlera de ses actions sur le terrain. Et ce sera tout à l'heure sur le plateau, bien sûr, avec nous, avec nos spécialistes. Et bien sûr, pour commencer cette émission, j'ai envie de vous poser la première question, une simple définition. Qu'est-ce qu'une maladie rare, justement, professeur Jami? Merci. Donc, la définition d'une maladie rare, c'est une maladie qui touche un nombre restreint de patients. Et lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000 personnes. Et dans le monde, on dénombre jusqu'à entre 5000 et 8000 maladies rares. Et parmi elles, jusqu'à 300 sont des maladies pulmonaires rares. D'accord, très bien. Et justement, comment vit-on avec la maladie? Je sais qu'en principe, cette question devrait être posée aux témoins. Nous la poserons tout à l'heure, justement. Mais vous, en tant que spécialiste, vous êtes les plus proches, justement, de ces patients. Donc, vous savez, vous connaissez leur parcours de soins. Donc, comment se passe? C'est difficile de vivre avec une maladie, justement, une maladie rare. Professeur Benhella. La première des choses, oui. Pourquoi c'est difficile, c'est que c'est difficile d'en faire les diagnostics parce que c'est des maladies rares, comme vous le dites si bien. Donc déjà, il faudrait trouver le pédiatre qui pense quand il s'agit de maladie de l'enfant, le médecin qui pense. C'est la première des choses. Après, la deuxième étape, c'est de pouvoir confirmer le diagnostic et pour pas mal de ces maladies rares parce qu'il y a quand même des difficultés à faire le diagnostic parce que le diagnostic ne se fait pas toujours chez nous en Algérie. Donc ça c'est la deuxième des choses. La troisième chose, c'est difficile parce que parmi ces maladies rares, déjà un certain nombre sont orphelines et n'ont pas de traitement. Et parmi celles qui ont un traitement, les traitements, il faut vraiment qu'ils existent et qu'ils existent en Algérie. C'est le cas de la mucoviscidose où il y a des traitements symptomatiques, mais pas d'autres traitements. Mais ceci dit, il faut quand même dire qu'à l'actif du ministère de la Santé, il y a eu un comité maladies rares qui a été créé pour essayer d'identifier toutes les maladies rares et plus tard un petit peu d'améliorer leur parcours de soins. Justement, on n'a pas le réflexe de justement diagnostiquer les maladies rares, parce qu'elles sont rares, on n'a pas forcément le réflexe de les diagnostiquer. On n'y pense pas automatiquement. Ce n'est pas une question de réflexe, c'est une question que quelque chose qui est rare. D'abord, il ne vient pas à l'esprit du médecin d'y penser en premier, et c'est logique. Il a raison de penser aux maladies les plus courantes, ça c'est la première des choses. Certaines maladies rares ne se détectent pas dès la naissance, sauf si vous faites un dépistage néonatal, et ça coûte très très cher
un gouvernement, tous les gouvernements n'ont pas la possibilité de détecter toutes les maladies rares. Ils vont essayer, comme chez nous en Algérie, ça va être fait, de détecter les plus fréquentes. Et comme la PCU, justement, et comme la phénylcétonurie, tout à fait, ou l'hypothyroïdie, parce que celle-là, vous ne les détectez pas à la naissance, le cerveau, il est perdu. Oui. Donc, on n'a vraiment pas de temps. Donc, un gouvernement, il essaie aussi de pallier à ça. Et donc, oui, c'est difficile que ces maladies rares, mais en fait, ce que c'est que ces maladies, elles sont censées être rares. Mais si on les rassemble toutes, ça fait un gros paquet un grand nombre de patients. Elles sont rares à l'échelle individuelle, mais pour les patients, elles ne sont pas rares du tout. Justement. Voilà. Mais lorsqu'une maladie rare est détectée dans une famille, alors procédons justement à une sensibilisation, à ce qu'on dit aux parents que voilà, si vous programmez une prochaine grossesse, vous risquez d'avoir un enfant qui sera atteint de la même maladie. Est-ce que cette sensibilisation est faite justement sur le terrain, professeur Djamil? Oui, justement. Oui. Bon, la sensibilisation, c'est le but de cette émission, c'est une très bonne chose, justement pour éviter ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Le plus gros problème des maladies rares, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. On met beaucoup de temps pour diagnostiquer une maladie rare et pour la prendre en charge correctement. Donc, dans notre société, le conseil génétique n'existe pas. C'est pas une consultation qui est assez développée chez nous. La plupart des maladies rares, ce sont des maladies génétiques. Donc, on devrait faire une consultation avec un généticien pour informer justement les parents de la possibilité d'avoir d'autres enfants qui seront malades de cette pathologie. Mais malheureusement, c'est pas assez développé chez nous. Donc, c'est des pathologies généralement qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. C'est pas uniquement un spécialiste d'organes qui va s'occuper de ces patients, ce qui fait encore la difficulté de cette prise en charge et cette sensibilisation au sein de la famille. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Oui, bien sûr, en pédiatrie, dès que nous avons un cas, ce qu'on appelle un cas index, nous faisons l'enquête familiale. D'accord. C'est assez facile d'ailleurs pour la mucoviscidose. Pour d'autres maladies, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour la mucoviscidose, c'est facile parce que c'est le test de la sueur. Et le test de la sueur, il se fait à Bnimsous, entre autres. Voilà, avant, il n'y avait que le service de Bnimsous en Algérie. Mais maintenant, il y a 3 gros centres quand même. C'est Sétif, Oran et Beni Messous, parce qu'on a fait des choses dont on parlera, j'espère, par la suite. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement le nombre des maladies rares? Avant de commencer à entamer la mucoviscidose et définir ce que c'est et parler encore plus de la mucoviscidose, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer la cause du nombre des maladies rares? Est-ce que l'endogamie, justement, est une cause, le fait d'avoir des mariages consanguins? Les maladies rares, il y en a dans tous les pays du monde. Les pays où il y a de la consanguinité et les pays où il n'y a pas de consanguinité. Il y a des pays du Moyen-Orient qui ont 50% de consanguinité et vraiment, ils ont plus de maladies génétiques rares. Parce que toutes les maladies rares ne sont pas des maladies génétiques que n'importe qui. Mais nous, on n'est pas non plus dans le haut de gamme puisqu'on a 20% de consanguinité selon l'OMS. Donc, quand il s'agit d'une maladie rare, la consanguinité, elle peut être très très importante. Il y a des confrères qui ont fait une enquête sur les déficits immunitaires, déficits combinés sévères. Ils avaient 67% de consanguinité parmi leurs malades. Vous voyez, 20%, 67%. Voilà. C'est quand même aussi important. Oui, professeur Djamil, vous voulez réagir? Oui, vous êtes d'accord? Oui. Alors, ce que je vous propose, on va commencer à expliquer ce que c'est que la mucoviscidose, mais ce que je vous propose tout d'abord, c'est justement une explication, une définition de la mucoviscidose à travers le reportage de notre journaliste Yasmine Chouir, et on revient tout de suite après. Voilà. Respirer, nous le faisons sans y penser 20 000 fois par jour. Mais pour certains, chaque respiration est un combat, une lutte silencieuse, invisible aux yeux des autres. La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire qui touche principalement les poumons et le système digestif. Elle est causée par une mutation du gène CFTR qui empêche la régulation correcte du sel et de l'eau à la surface des cellules. Résultat, un mucus anormalement épais et collant qui obstrue les bronches et bloque le passage de l'air.
Au fil du temps, les infections respiratoires se multiplient, détruisant progressivement les tissus pulmonaires. Une simple grippe peut devenir une menace grave. Mais la maladie ne s'arrête pas aux poumons. Le pancréas, lui aussi touché, a du mal à produire les enzymes nécessaires à la digestion. Résultat, malnutrition, douleur abdominale, croissance ralentie, chaque repas devient un défi. Chaque jour, les patients suivent un protocole strict. Physiothérapie respiratoire pour dégager leurs bronches, inhalation et antibiotiques pour limiter les infections, enzymes digestives et régime hypercalorique pour éviter la dénutrition. Le moindre oubli peut avoir de lourdes conséquences. Autrefois, l'espérance de vie des patients ne dépassait pas l'adolescence. Mais aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, certains malades atteignent l'âge adulte et fondent une famille. Face à la maladie, la mobilisation ne faiblit pas. Marathon, levée de fonds, soutien aux chercheurs, chaque action compte pour améliorer la vie des patients et un jour trouver un remède. Vivre avec la mucoviscidose, c'est apprendre à ne jamais manquer de souffle et surtout ne jamais manquer d'espoir. On l'espère en tout cas, c'est pas toujours évident justement. Alors, vous voulez rajouter quelque chose justement par rapport au reportage que vous avez eu? Je vous ai vu faire une petite remarque par rapport à... Non, je disais que c'était au contraire très bien, oui. très bien expliqué. Sauf une chose, c'est que le problème du mucus, ça touche bien le tube digestif et ça touche bien les poumons, et les poumons sont le premier organe touché. Mais après, avec l'âge, malheureusement, ça touche un petit peu tout. Ah oui, alors j'ai tiqué un tout petit peu quand elle a dit former une famille, parce qu'il se touche que ça, il se trouve que ça voilà, la reproduction, ça touche également les canaux et déférents entre autres, et même les ovaires, et donc ça impacte un peu sur la fertilité. Donc il y a un impact aussi sur l'infertilité, un impact sur le pancréas, sur le foie aussi. Donc absolument. Avec l'âge, pour l'espérance de vie qui est pour certains patients qui est plus rallongée, c'est une prise en charge pluridisciplinaire dès le jeune âge, mais plus tard encore plus. Professeur oui, absolument. Et bon, c'est pour ça que c'est bien de dire que les malades, ils ont une espérance de vie de 40-50 ans, mais ce n'est pas le cas en Algérie. Soyons quand même... Mais l'espérance de vie a quand même évolué en Algérie. Ah oui, Dieu merci. Elle est de combien, justement? Ah ben nous, maintenant, nous avons des grands-enfants, puisque Madame Jami a suivi. Oui, j'ai une patiente. Nous sommes fiers de confier nos mucoviscidoses aux adultes. Voilà, justement, on doit parler de cette transition, le passage du pédiatre vers l'adulte. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une coordination adéquate, effective, entre le pédiatre et l'adulte, justement, pour lui transmettre toutes les données de ce patient pour que la prise en charge soit la plus appropriée et éviter toutes les complications. Donc, je pense que cette coopération, elle est essentielle dans la prise en charge de nos patients mucoviscidoses. Justement, j'ai reçu des patients de la pédiatrie, d'accord, des mucoviscidosiques. Malheureusement, le frère de cette patiente est décédé, mais la petite jeune, une grande jeune, elle est toujours vivante, étudiante, et voilà, elle continue. Il y a de l'espoir. Alors nous allons revenir sur comment se fait justement le diagnostic de la mucoviscidose. Quels sont les premiers signes qui alertent? Tant qu'il n'y a pas de dépistage néonatal, et ça se comprend, donc c'est des signes, c'est des symptômes qu'on remarque chez l'enfant. Quels sont ces premiers symptômes qu'on peut justement remarquer chez l'enfant qui font penser à une mucoviscidose? Professeur Benhalla. On peut déjà faire le diagnostic en anténatal. On peut y penser parce qu'on a des intestins qui vont être hyperdenses, etc. Si le gynéco-obstétricien y pense, eh bien, ça va nous faire penser après à faire un test de la sueur. Des fois, il y a des manifestations à la naissance. Puisque les sécrétions sont collantes, le premier méconium, des fois il est collant, ou bien ils ont des signes hépatiques dès la naissance. On peut avoir ça. Mais la plupart du temps, comment on les diagnostique, c'est parce qu'ils ont des signes digestifs qui ont commencé, ou des signes respiratoires qui ont commencé. Ça commence comme des bronchiolites. Au début, les gens ils croient que c'est des bronchiolites, etc. Mais en réalité, ils ont des signes digestifs. Et un troisième signe, c'est qu'ils ne grandissent pas comme tout le monde. Ils ont ce qu'on appelle un retard de croissance. C'est ça, c'est la plupart des premiers signes de la mucoviscidose. Donc quand ces trois signes sont là,
Même si les 3 signes ne sont pas là, s'il y en a juste 2 devant les pédiatres, beaucoup de pédiatres pensent à faire un examen qui est simple parce que, en fait, oui, les sécrétions elles sont bouchées, la peau aussi elle est serrée et c'est les mamans. Le premier cas de mucoviscidose qui a été diagnostiqué dans le monde, c'est une maman qui l'a diagnostiqué en embrassant son enfant et en léchant sa peau. Oui. Il avait donc la sueur salée. Ouais, donc on fait un test de la sueur. On l'appelle la maladie du baiser salé. Voilà. Oui. Et donc voilà, c'est pas très difficile comme diagnostic la mucoviscidose. Il faut y penser. Le diagnostic précoce est important. Plus la maladie est précocement prise en charge, plus l'espérance de vie et la vie au quotidien est plus, on va dire, est plus facile, en tout cas pour le patient, non? Bien évidemment. Oui. Bien évidemment, parce que la mucoviscidose, vous avez dit que ça donnait des sécrétions épaisses, et des sécrétions, le poumon, il est fait justement, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend de tous les organismes étrangers, on est tout le temps en rapport avec les organismes étrangers, y compris ceux qui sont dans notre gorge, donc il les élimine, et celui-là, l'enfant qui a une mucoviscidose ne les élimine pas. Il y a un germe qui adore l'eau, il y a beaucoup d'eau, d'humidité dans nos bronches. Et donc, dès qu'il se colonise l'individu par le pseudomonas, c'est un mauvais tournant dans la mucoviscidose. Il y a plusieurs formes de mucoviscidose aussi. Il n'y a pas qu'une seule forme unique, il y a plusieurs variantes, on va dire, de la maladie. Absolument. Oui. Absolument. Il y a plusieurs déficits génétiques qui à peu près font 5 catégories de la maladie et des maladies plus ou moins graves. Mais il se trouve que malheureusement, c'est les plus graves qui sont les plus fréquentes. Et dont une n'a pas de traitement dans tous les pays du monde, dans une de ces formes les plus graves. D'accord. Alors, quelles sont les complications les plus fréquentes, justement, chez le pédiatre, enfin, en pédiatrie, justement, avant de passer à l'adulte, quand on a une mucoviscidose? En pédiatrie, ce qui tue en premier lieu, c'est même plus peut-être probablement que chez les adultes, c'est les manifestations respiratoires. C'est 90% des manifestations. Et ensuite, bon, le fait d'avoir des manifestations digestives, vous allez être maigre, vous êtes maigre, vous n'arrivez pas à vous défendre et ça fait un cercle vicieux. Oui. Donc l'immunité est aussi atteinte par oui, il y a même des gens qui l'ont classé parmi les déficits immunitaires dans certains pays. Exactement. Donc oui, il y a peu d'adultes aussi en Algérie qui ont pu arriver, plus de malades de la mucoviscidose qui ont pu arriver à l'âge adulte, justement en Algérie, mais ceux qui sont arrivés à l'âge adulte, quelles sont les complications les plus graves justement chez les adultes? C'est la même chose? C'est la même chose en tant que pneumologue. Ce sont les complications, le plus souvent les complications respiratoires, justement, ce mucus-là qui est épais, visqueux, qui n'est pas éliminé, donc il va entraîner des infections à répétition chez nos patients, ce qui va entraîner une destruction parenchymateuse, comme ce qu'on appelle le plus souvent des dilatations de bronches. Ce sont des bronches qui sont dilatées, qui vont sécréter encore plus de mucus, donc les patients ils vont tousser, cracher tout le temps, d'accord? Donc et tout ça, ça va entraîner une diminution de leur fonction respiratoire et à la longue, ils vont atteindre le stade d'insuffisance respiratoire chronique qui va nécessiter de l'oxygénothérapie à domicile. Justement, ces patients-là qui ont des dilatations de bronches, ils vont être colonisés, ce qu'on appelle la colonisation par des bactéries comme le pseudomonas, c'est un germe qui est très méchant et qui va encore aggraver ce déclin ou cette diminution de la fonction respiratoire, et il va entraîner, c'est-à-dire l'augmentation des nombres de crises, ce qu'on appelle nous les exacerbations. Ce sont des crises qui vont emmener ces patients à des consultations en urgence avec des hospitalisations. Et tout ça va altérer la qualité de vie de nos patients, des jeunes patients. Voilà. Et justement, cette période, la période de la grippe, la période justement où il y a beaucoup de virus en circulation, c'est aussi une période dangereuse pour que ce soit les enfants ou les adultes atteints de mucoviscidose. Oui, professeur Benhalla? Oui. Toute l'année, elle est dangereuse pour les manifestations respiratoires de la mucoviscidose. L'enjeu d'une mucoviscidose, c'est de ne jamais
qu'elle ne fasse jamais d'infection à Pseudomonas, ou si elle l'a faite, la première, c'est la seule que vous pouvez éradiquer. Vous pouvez empêcher, ça s'appelle une primocolonisation, que vous pouvez éradiquer. À partir du moment où la colonisation devient chronique, c'est un tournant pour la mucoviscidose. Ceci dit, les mucoviscidoses, nous les vaccinons contre la grippe, elles et leur entourage, nous les vaccinons contre le pneumocoque et on leur fait tous les vaccins que nous pouvons leur faire. Mais la première et la plus essentielle des choses, c'est de ne pas avoir de Pseudomonas. D'accord. Et justement, nous allons parler dans un petit moment du parcours de soins, justement des enfants et des adultes atteints de mucoviscidose. Une journée en tant que patient mucoviscidose n'est pas toujours facile. Vous nous l'expliquiez tout à l'heure en off et on va l'expliquer dans un petit moment. Je rappelle juste que dans un petit moment aussi, nous aurons par téléphone Monsieur Ashur Aitali, qui est père d'une petite fille de 13 ans, qui est atteinte justement de mucoviscidose. Il va nous expliquer son parcours de soins, son quotidien avec la maladie, comment se passe tout cela. Et bien sûr, il nous parlera de l'association Mucoviscidose Algérie, qui est active sur le terrain, et qu'est-ce que justement cette association lui a apporté au quotidien avec le problème de santé de sa fille. Et justement, professeur Benhalla, on va expliquer le parcours de soins, mais tout d'abord, une journée type d'un enfant atteint de mucoviscidose, c'est quoi? J'étais en train de vous le dire tout à l'heure. On offre effectivement, la mucoviscidose, eh bien, quand il se lève le matin, l'enfant, il doit prendre un traitement. Il doit faire de la kinésithérapie, oui. Il doit manger, il est obligé de manger lui le matin, il n'a pas le choix d'autres enfants, parce que si les manifestations respiratoires sont très importantes, la nutrition aussi est très très importante, oui. Elle est aussi importante. Et donc il va prendre un petit déjeuner. À 10h, il doit prendre le médicament et une collation. À midi, le médicament et une collation. À 4h, le médicament et une collation. Le soir, il fait de la kinésithérapie. Il a certainement, dès qu'il atteint un certain âge, il a des aérosols. S'il est colonisé par le Pseudomonas, il peut avoir des aérosols d'antibiotiques, ou il a des aérosols de sérum salé hypertonique. En plus, lui, quand il va à l'école, il doit s'absenter de temps en temps parce qu'il il fait des exacerbations. Nous, on essaie d'éviter au max les hospitalisations, mais quand même, il tousse, il crache, ça dégoûte tous les autres, ça les embête, il est fatigué. Oui. C'est quand même une vie extrêmement difficile pour le patient. Hein. Donc, d'ailleurs, il a besoin d'un soutien psychologique. Et justement, nous allons parler à notre témoin qui est avec nous par téléphone, Monsieur Ashur Aitali, qui est le papa d'une petite fille qui s'appelle Anaïs, qui a 13 ans. Bonsoir, Monsieur Ashur Aitali. Alors, est-ce que nous l'avons, Monsieur Aitali? Oui, je vous entends. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous dans l'émission Santé Mag. Nous parlons ce soir de la mucoviscidose et justement vous avez accepté de témoigner, nous parler justement du parcours de votre fille. Et justement la première question que j'ai envie de vous poser, comment avez-vous découvert la maladie de votre fille? Comment s'est fait le diagnostic? En fait, la maladie s'est manifestée dès les premières semaines de vie. D'abord par une diarrhée chronique, un retard de prise de poids. Puis avec le temps, il y a des manifestations pulmonaires avec une infection pulmonaire qui est prolongée dans la durée. Donc il a nécessité une hospitalisation et à partir de là, l'hôpital est tombé. Puis l'hypothèse de la mucoviscidose a été utilisée. On a passé le test classique et le diagnostic est tombé. À partir de là, il pas Le diagnostic est tombé à quel âge, justement? Il est tombé assez tôt dans la vie de votre fille? Oui, elle avait 9 mois. 9 mois, je crois, oui, 9 mois. À 9 mois, à partir de là, on a confirmé le diagnostic par un clinique à l'étranger. Et donc, la mucoviscidose a été confirmée. À partir de là, on a confirmé le combat. Et justement, est-ce que vous connaissiez la maladie avant que votre fille n'en soit atteinte? Disons vaguement, on n'a pas de notion de la mucoviscidose, mais après qu'elle s'est imposée à nous, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des recherches, à nous renseigner sur la maladie.
pour justement trouver les moyens de soigner notre vie. Alors, quel est l'impact justement de la mucoviscidose sur votre vie au quotidien? Comment se passent les journées justement d'Anaïs, qui a 13 ans aujourd'hui? Donc, comment que ça se passe au quotidien avec la maladie, avec, j'imagine, ces séances aussi de kinésithérapie et ces rendez-vous chez le médecin, la scolarité aussi, ça ne doit pas être toujours évident d'associer tout cela dans la journée. Exactement. Le professeur a bien résumé le quotidien de nos enfants. Donc, c'est des journées qui commencent très tôt, vers 6 heures du matin, avec un premier aérosol d'une production sanguine pour le mucus, puis une première séance de kinésithérapie respiratoire. À partir de là, il faut une collation copieuse avec des premiers traitements, augmentation vitaminique, extrait créatif. À partir de là, elle va à l'école avec la collation à 10 heures, la collation de midi, il y a toujours des médicaments maximales. Contre le nombre de chiffres d'extraits pancréatiques à mettre dans sa boîte, pour ça. Tu as là une autre séance de kinésithérapie respiratoire à sortie de l'école. Et une dernière soir, il y a toujours les collations. À chaque collation, on est obligé de mettre des extraits pancréatiques. Et le soir, il y a un dernier aérosol d'antibiotiques. Donc c'est tout ça quotidiennement, une séance de sport pour renforcer le système respiratoire. Effectivement, c'est contraignant et on sent parfois une attitude chez nos enfants. Il y a un rejet de prise de médicaments. Donc, il faut être au quotidien, il faut être là pour justement encourager, pour surveiller, pour faire, entre guillemets, parfois le gendarme pour que tous les traitements soient pris. Après, il y a l'appréhension aussi des examens d'épaule, la peur de voir la maladie s'installer avec le temps, avec des complications respiratoires. Pour le cas de ma fille, avec une complication hépatique, c'est ce qui est rare dans la maladie. Donc, oui. C'est tout ça qui fait que c'est un véritable chemin de croix. Et justement, est-ce que Anaïs est consciente de sa maladie? Est-ce qu'elle sait exactement ce que c'est que la mucoviscidose? Est-ce qu'elle accepte déjà et comment elle vit avec? Est-ce qu'elle est consciente de ça? Bon, je crois qu'elle est consciente parce qu'elle est avec ça depuis sa naissance. Après, c'est un enfant qui ne parle pas beaucoup, donc elle évite à chaque fois le sujet, mais elle sait qu'elle est malade, elle sait qu'elle doit prendre un traitement. Et comme ça fait partie de son quotidien, on dirait qu'elle est là et elle vit sa vie normalement du monde, même s'il y a eu vraiment des choses très, très, très difficiles avec de nombreuses hospitalisations pour des infections respiratoires. On a développé une infection à hépatite B il y a 2 ans à l'hôpital. Donc à chaque fois, c'est des combats comme ça qu'on mène au quotidien. Il y a dans la mucoviscidose, il y a à côté d'autres maladies qu'il faut gérer, auxquelles il faut faire face au quotidien. Et vous faites aussi partie d'une association, l'association Mucoviscidose Algérie. Vous faites partie de cette association depuis peu. Et justement, quel est le rôle de cette association? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté au juste dans votre quotidien avec la maladie? Il y a déjà un soutien psychologique parce que c'est bien de se sentir... on se dit qu'on n'est pas seul pour cette maladie. On est nombreux, donc on échange des conseils, on échange parfois... sur le souci quotidien. Après, il y a des échanges de médicaments. Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui a une infection et qui a besoin d'un médicament, quand un autre dispose, on peut éventuellement mobiliser le réseau pour le faire parvenir. Donc, c'est tout ça. Après, en amont, il y a la voix de ces enfants. Il y a la voix de ces enfants qui est écoutée au plus haut point. On représente une couche de la société au niveau du ministère de la Santé, au niveau des autorités compétentes. Donc tout ça, c'est très important parce qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait un débat avec des chantiers à qui transmettre justement nos doléances. Et c'est ce qui se fait actuellement au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il y a une oreille attentive à notre situation, en tout cas. Donc c'est une grosse avancée. À mon sens, déjà, avec la reconnaissance de la mucoviscidose comme maladie rare, il y a déjà un grand pas de franchi en attendant justement d'avoir accès au traitement.
Très bien, merci Monsieur Achour Aitali. Je rappelle, vous êtes le papa de Anaïs qui a 13 ans, qui souffre de la mucoviscidose. Merci pour votre témoignage ce soir dans l'émission Santé Mag. Merci encore une fois. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que les enfants, ils sont merveilleux. Vous lui avez dit, est-ce qu'elle va accepter? Il faut savoir que les enfants sont merveilleux. Les enfants, ils sont très, pour peu qu'on leur explique, sauf à l'adolescence, ou bien sûr, c'est le mot à la haka, difficile pour mais tous. Seulement, les enfants, ils sont merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir combien ils sont merveilleux et coopératifs, parce que vous êtes quelqu'un de leur famille, vous savez. Oui. On n'est pas des étrangers pour eux. Comme pour le cas de Anaïs, qui a été diagnostiquée à l'âge de 8 mois, donc les médecins, pour elle, font partie de sa famille automatiquement. Donc on voit régulièrement les médecins, que ce soit les kinés ou les spécialistes. Donc automatiquement, il y a des liens qui se forment avec ces patients. Exactement, justement, les pédiatres, des fois, ils n'aiment pas faire la transition vers l'adulte, tellement ils sont attachés à leurs patients, à leur... voilà. Donc il y a ce n'est pas tout à fait qu'on n'aime pas faire la transition. Non, parce que vous êtes attaché aux patients. La relation du pédiatre à l'enfant, c'est une relation maternelle ou paternelle. Oui, exact, voilà. Et quand ils arrivent chez les médecins d'adultes, ils nous disent c'est un adulte comme un autre. Et d'ailleurs, mais pour nous, c'est pas un adulte comme un autre. D'ailleurs, c'est pas encore un adulte comme un autre. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne maintenant, quand je fais la transition, je vous ai expliqué pourquoi je la faisais avec les internistes qui eux coopèrent avec les pneumos. Eh bien, on fait ensemble la consultation, on fait un cheminement ensemble. Quand on fait un cheminement ensemble de quelques mois, ça rassure les enfants. Oui. Voilà, c'est tout à fait normal. Ils vont voir d'autres spécialistes. C'est aussi un petit déchirement qui se fait entre vous parce que vous allez plus le voir. Ils vont être plutôt orientés vers un interniste et vous allez nous expliquer pourquoi un interniste et non pas forcément un interniste qui travaille avec un pneumo. Voilà. Parce qu'on l'a vu, la première complication, elle est pulmonaire. D'accord. Pulmonaire et digestive. Mais la mucoviscidose, c'est une maladie multisystémique. Donc, elle touche plusieurs organes, le foie, c'est des patients qui ont une atteinte pancréatique, donc ils vont développer un diabète ou bien d'autres complications. Donc l'idéal, c'est d'avoir un médecin interniste, bien sûr avec un pneumologue pour le suivi de cette pathologie. Alors, je voudrais revenir sur le parcours de soins justement de cet enfant. Une fois diagnostiqué atteint de mucoviscidose, comment que ça se passe, comment il est orienté, qu'est-ce qui y est mis en place, quels tests sont faits à partir du diagnostic? On a créé, la Société algérienne de pédiatrie a créé un groupe qui s'occupe des mucoviscidoses. Et on a divisé un peu grosso modo en trois l'Algérie, une partie qui est à l'ouest, parce que maintenant, avant il n'y avait qu'un seul test, le test de la sueur c'était au centre, à Beni Messous, mais maintenant il y en a un à l'ouest qui est très performant et un à Sétif qui est très performant ici. Donc il y a une prise en charge à l'ouest, elle est vraiment pas idéale notre prise en charge, hein, je prétends pas, mais enfin on a travaillé pour l'améliorer. Voilà. Donc une prise en charge à l'ouest, une prise en charge au centre et une prise en charge à l'est. Et on devrait avoir des centres de référence de la mucoviscidose où le malade il est pris en charge et après pour les petites consultations et tout ça, il peut être vu par les confrères. On n'est pas encore arrivé à ça, mais il y a au moins ça. Et quand, par exemple, un enfant vient chez nous, je vous parle de Beni Messous, nous les pédiatres, c'est plus facile parce que nous avons des surspécialités maintenant. Et donc, moi, je vais le prendre en charge pour la symptomatologie pulmonaire, qui est vraiment la symptomatologie essentielle, et pour la plupart de la symptomatologie digestive. Mais s'il a une complication, comme une complication hépatique ou hépatobiliaire, je le passerai au gastro. Nous avons malheureusement, ils n'attendent pas d'arriver à l'âge adulte pour avoir ce genre de complications. Des diabétiques, nous les confions à nos endocrinos. Ils doivent faire une consultation de cardio et c'est obligatoire. Donc c'est plus facile. Nous, on a une unité de lieu. On essaye que l'enfant, le jour où il vient nous voir, il voit tous les autres spécialistes qu'il doit voir ce jour-là pour ne pas encore perturber sa scolarité. C'est plus facile
pour nous que ce parcours de soins, il est plus facile pour nous une fois que le diagnostic est fait. Parce que le parcours du combattant, c'est que le diagnostic soit fait. Après, pour les traitements, etc., il faut avoir la sécu, il faut avoir... on n'a pas tous les médicaments, on n'a pas que les médicaments étiologiques, donc il y a encore des choses à parfaire, vraiment. D'accord. Oui, professeur, justement, pour la prise en charge ensuite chez l'adulte, c'est aussi pluridisciplinaire. C'est dans la même optique, donc en pneumologie, en médecine interne, donc pour le diabète, ça dépend des pathologies que va développer le patient. Exactement. Et j'insiste sur le soutien psychologique aussi. Oui, la prise en charge psychologique, donc elle est très importante parce que c'est une maladie qui va impacter la qualité de vie de nos patients. Donc j'insiste sur ça. Et également le kinésithérapeute. Donc nous, on va prescrire, c'est-à-dire la kinésithérapie qui est un volet très important dans la prise en charge de nos patients pour éviter justement ces infections à répétition. Et la kiné, même à l'âge adulte. Bien sûr, bien sûr. Il faut éliminer toutes ces sécrétions-là qui vont... c'est un cercle vicieux, donc elles vont entraîner des infections à répétition, justement pour éviter des colonisations chroniques. On a en plus du pseudomonas, on a le staphylocoque, ils peuvent être colonisés par des champignons qu'on appelle l'aspergillose. Là aussi, c'est une autre maladie qui va compliquer l'évolution de ces patients. Les séances de kinésithérapie, donc comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est deux fois par jour, le matin et le soir. Mais c'est-à-dire que le kinésithérapeute, il apprend au malade à faire sa kinésithérapie. Au début, il apprend à la mère et après il apprend à l'enfant et après à l'adulte aussi. Donc, mais vous savez, on oublie, on a envie d'oublier. C'est très, contraignant aussi. C'est très contraignant. C'est vraiment embêtant. Et c'est la chose que les enfants acceptent le moins. Et je suppose les adultes aussi. Donc, lui apprend et il est obligé de le revoir. Chaque fois que nous on voit le malade, il le voit pour vérifier qu'il n'a pas un peu loupé une étape. S'il fait correctement, justement, ces étapes, c'est pas toujours évident, justement, avec les adolescents. C'est pas toujours facile de leur faire accepter qu'ils vont faire ces séances de kinésé qui prennent combien de temps en général par jour? Ah, pas longtemps. Donc, 5-10 minutes. Ils doivent faire des séances d'aérosol, ce qu'on appelle les nubilisations, justement pour fluidifier ce mucus-là qui est visqueux, donc et pour faciliter cette extériorisation de ce mucus. Donc l'aérosol peut durer 15 minutes, voilà, et puis quelques minutes pour cette kiné, mais plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Donc ça peut être l'idéal, c'est plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il existe une prise en charge psychologique aujourd'hui, par exemple, quand vous recevez un patient, est-ce que vous pouvez l'orienter vers une prise en charge psychologique ou pas? Nous, dans un service de pédiatrie, c'est une unité de lieu. Il y a plusieurs spécialistes de plusieurs... Et nous avons aussi la psychologue. Donc chez nous, c'est vraiment un cocon qui fait que le malade peut passer on est dans la même consultation, tous. C'est des endocrinologies pédiatriques, on s'entend, hein, on ne le confie pas après à des médecins d'adultes, donc c'est vraiment une unité de lieu, donc c'est pas très gênant pour nous. On peut même on dit à la psychologue, descends-toi, le malade il va pas monter. Exactement. C'est difficile aussi pour les parents aussi de suivre ce parcours qui est quand même aussi contraignant. Toute une journée à surveiller l'enfant, à ce qu'il fasse correctement, justement, que ce soit ses kinésithérapie ou les séances d'aérosol, qui suivent le parcours correctement, surveiller qu'il n'y ait pas un nouveau symptôme qui apparaît pour ne pas faire d'autres tests aussi. C'est aussi contraignant pour les parents, c'est aussi difficile pour les parents. Vous le voyez au quotidien, n'est-ce pas? C'est très difficile pour les parents parce que c'est d'autant plus difficile pour les parents et pour les mères en particulier qui se sentent coupables parce qu'elles ont transmis le gène. Le gène, les deux parents l'ont transmis. Mais les mères se sentent une culpabilité incroyable
Alors, c'est difficile au quotidien, mais c'est difficile pour elles psychologiquement. Souvent, c'est elles qui ont besoin d'un soutien psychologique les premières années. Et je voulais vous dire que c'est pour ça que nous, entre parenthèses, on ne vous envoie pas tout de suite les enfants. Parce que la pédiatrie, maintenant, ça va jusqu'à 18. Donc, on est content. Parce qu'on veut qu'ils dépassent cette période où ils sont révoltés. Parce que nous, eh bien, ils ont la même révolte avec nous qu'avec leurs parents. Nous ne sommes pas des étrangers. Et la famille. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de retarder un peu. Ça se comprend tout à fait. Alors, justement, quel est le traitement de la mucoviscidose? Déjà, en pédiatrie, on a la kinésithérapie, on en a parlé, les séances, l'aérosol et tout ça. Est-ce qu'il y a un traitement justement spécifique ou c'est juste un traitement symptomatologique Déjà, on n'a pas tous les traitements symptomatiques. On n'a pas tous les antibiotiques. En particulier, on n'a pas de tobramycine, et donc nous on fait que des aérosols de colimycine. On en a eu et on n'en a plus, alors que ça c'est même pas très cher du tout. On n'a pas ça, on n'a pas des antibiotiques en IV des fois dont on aurait besoin pour les exacerbations, et je pense que c'est encore plus valable chez les adultes. Donc on n'a pas toujours tous les traitements. Pour les enzymes pancréatiques, on n'a qu'une formulation pour les nourrissons, mais maintenant nos enfants ils sont devenus grands. Alors vous leur donnez des quantités faramineuses, c'est vraiment très difficile. Ça, c'est aussi quelque chose de difficile. En plus, comme vous avez dit, comme elle a dit tout à l'heure, c'est une anomalie du gène CFTR avec plusieurs mutations, et certaines mutations peuvent être corrigées par des traitements. Et ces traitements, ils ont commencé à être donnés en Europe et en Amérique du Nord en particulier, mais après dans des pays voisins. Donc c'est pas très machin. Ils ont commencé à être donnés à l'âge de 12 ans, et après ils sont descendus à 6 ans, et après ils sont descendus à 2 ans, et maintenant ils sont descendus à 6 mois. Donc il y a des traitements. Parce qu'on a nos malades, ils se portent beaucoup mieux maintenant parce qu'on lutte contre l'infection et tout ça, mais on ne pourra pas lutter contre la destruction pulmonaire, parce que la destruction, elle se fait encore pire avec les infections, mais même sans infection. D'accord. Et justement, à force de donner justement des antibiotiques, il n'y a pas une résistance à l'antibiotique à force de commencer dès le jeune âge? On ne donne pas des antibiotiques, on donne des antibiotiques quand le malade est infecté. Justement. S'il n'est pas infecté, on ne lui donne pas. Justement, c'est un des éléments contraignants, c'est des malades qui doivent régulièrement faire l'examen des crachats, justement pour dépister cette infection chronique au Pseudomonas. D'accord, très bien. Dernier message, professeur Jami, vous êtes pneumologue au CHU de Bab-el-Oued. On arrive à la fin de l'émission, justement, ça passe tellement vite. Un dernier message que vous pouvez faire passer aujourd'hui. Voilà, donc le seul message que à travers cette émission, c'est d'assurer le traitement préventif de patients mycoviscidosiques est très important, notamment la vaccination, justement pour éviter toutes ces complications infectieuses. Voilà. Merci encore, professeur Jami. Professeur Benhalla Nafissa, vous êtes pneumologue pédiatre au CHU de Beni Messous. Un dernier message à faire passer justement concernant la mycoviscidose. Nous, on a fait notre boulot, on a fait arriver les malades à l'âge adulte. Alors, mon message, il est adressé à notre ministère de la Santé, à notre tutelle, c'est de nous donner les moyens que les adultes puissent les suivre jusqu'à 70 ans, comme on pense que ça pourra se faire ailleurs. Voilà. Merci professeur, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.